Très bien, bonjour à tous. Donc je prends la suite effectivement à partir de la session d'hier qui était la première du cycle. Aujourd'hui, on va parler de stratégie et concrètement de votre marché et de votre business model, qui sont deux choses d'ailleurs étroitement liées. On va le voir dans les slides qui viennent. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tout simplement, votre projet, ou en tout cas son succès, passe par une offre qui doit être vraiment différenciante. Je ne vais pas prononcer forcément tout de suite le mot innovante, mais presque. Elle doit être sur un marché qui est bien connu, bien qualifié, bien calibré, bien compris de vous surtout. Et puis, elle doit avoir un modèle économique qui est viable parce que le but d'une entreprise, c'est quand même au moins d'équilibrer ses comptes et le plus vite possible de gagner de l'argent. Bon. Si on utilise aujourd'hui donc ce préambule, c'est tout simplement parce que la plupart d'entre vous vont avoir besoin de financer leur projet et que donc ce financement, il va se faire au travers d'une grille de lecture, celle que je vais commenter aujourd'hui, qui est en fait celle de vos futurs investisseurs. Donc il est important que vous soyez préparés à répondre à ces questions-là sous cet angle-là. Donc aujourd'hui, commençons à tester le marché et le business model. Alors, le business model. Déjà, donc dans l'introduction, aujourd'hui, on va revoir rapidement donc, ce que c'est qu'un projet viable et pourquoi donc, on va décliner tout ça. Le premier point donc, sur lequel on va passer à peu près 30 minutes aujourd'hui, ça sera le business model, avec la génération de valeur, le BMC, et puis on parlera un petit peu du point mort aussi, qui est un point très important pour vos futurs investisseurs. Ensuite, on viendra sur le marché. Dans cet ordre-là, c'est beaucoup plus logique parce qu'on va évoquer le marché déjà dans le business model. On parlera de marché, on parlera de segmentation, de méthodologie. Et puis, je ferai un petit, donc ça va durer une demi-heure à nouveau. Et je ferai un petit passage sur deux points aussi majeurs qui ne sont pas dans le scope d'aujourd'hui, mais qui pourtant sont fondamentaux et font partie on va dire, des arguments solides d'un business plan. C'est un produit, évidemment, ou un produit ou un service qui sera différenciant, on l'a un peu dit déjà. Et puis derrière, ça sera aussi une équipe, donc savoir s'entourer de toutes les manières possibles. Et quand on est créateur, on a toujours l'impression d'être un peu seul au départ. Donc il va falloir masquer tout ça. Je ferai un passage très rapide sur ces points en conclusion, mais l'essentiel, donc, c'est le business model et le marché. Alors, revenons sur l'introduction, donc. Qu'est-ce que c'est qu'un projet d'entreprise viable? Alors que vous soyez dans le cadre d'une création, hein, donc votre future start-up, ou dans le cadre d'une entreprise existante qui veut soit se diversifier, soit lancer un nouveau produit, tout ça, ça vaut effectivement pour ces cas-là. Bon. Moi, j'ai travaillé pendant 25 ans en tant que développeur d'entreprise. J'ai créé des structures, développé des structures avec des chiffres d'affaires à croissance exponentielle. Et puis, depuis une douzaine d'années, j'accompagne des entrepreneurs comme vous. Donc, selon mon expérience de ces 25 et 12, allez, 37 ans, j'en ai tiré un certain nombre de conclusions sur la robustesse des business models. Alors, le premier point pour le succès de votre entreprise, c'est effectivement d'avoir ce service ou ce produit qui soit innovant ou en tout cas différent de ce qui existe déjà sur le marché. Comme je le dis ici, le copier-coller, c'est un fort risque d'échec. Et ça, on l'a vu dans X domaines. Si vous n'avez pas un élément différent de ce qui existe déjà, il y a peu de chances qu'on s'intéresse à votre produit. Il faut évidemment être sur un marché porteur et bien compris. Comme je le dis ici aussi, si votre objectif c'est de développer le moteur diesel, c'est peut-être un peu tard. Donc clairement, ça, ce n'est pas un marché porteur. Il faut que votre business model soit fiable. On va y venir en détail avec la génération de valeur, le point mort, etc. Et puis, il faut que vous ayez une équipe et non pas un one-man show qui est très dangereux et qui est jugé très négatif par vos investisseurs, que ce soit des gens qui vous apportent du capital ou vos banquiers tout simplement. Bon. Voilà. Donc, quand on a dit ça en introduction, donc on va aujourd'hui réfléchir à la façon de faire et en particulier, on va tester une idée. Donc ça sera dans la partie marché.
L'idée, c'est de confronter son idée, justement, votre idée, au marché. Donc, il faut prototyper, il faut tester. J'ai souvent vu des créateurs qui cachaient leur idée au maximum parce qu'ils ont peur de se la faire voler. C'est un très mauvais réflexe parce que si vous ne vous confrontez à personne, vous n'êtes pas certain d'être effectivement pertinent, de répondre à une vraie demande et vous risquez de passer à côté. Quand on a testé cette idée, alors en petit comité bien évidemment et en toute discrétion, il faut évaluer le marché. Évaluer le marché et puis derrière choisir le segment ou les segments de marché sur lesquels on se positionnera. Pour ça, on va appliquer une méthodologie d'études, donc d'études de marché, et on va voir aujourd'hui quels sont les éléments, les étapes fondamentaux de cette étude. Et puis quand l'étude a conforté votre idée de départ, à ce moment-là, on construit l'offre. Et à ce moment-là seulement. On ne fiche pas une offre au démarrage sans avoir fait d'études de marché, sinon ce n'est plus la peine de la faire. Donc, construire l'offre, c'est aussi maîtriser son business model qui fait effectivement préambule à une offre robuste. Pour qu'il soit viable, donc votre projet doit évoluer en fonction de ses retours. Donc, on sent tout de suite qu'il y a un côté itératif dans toutes ces étapes et que forcément, il faut tenir compte de ce qu'on trouve pour amender, faire évoluer le produit de façon à ce qu'il soit pertinent et que les ventes puissent décoller rapidement. Le business model, donc, passons à ce premier point. Alors, petit point, donc, ce qu'on appelle le business model, ou en français le modèle économique, sa définition, elle est simple. C'est la manière de transformer une idée en valeur sur le marché. Bon. Alors, quand on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Transformer une idée en valeur, c'est une valeur, évidemment, pour vos clients, c'est-à-dire un produit ou un service qui intéresse le marché, et c'est une valeur pour vous, c'est-à-dire pour votre entreprise. Donc, c'est quelque chose qui va générer de la rentabilité et du cash. Sinon, le modèle s'éteint de lui-même. Bon. Donc, ce modèle économique, il doit répondre à un certain nombre de questions. Et ces questions sont les suivantes, c'est assez simple, hein, c'est basique. Qu'est-ce qu'on produit? Un produit, un service, qu'est-ce qu'on fabrique, entre guillemets, et comment on le fabrique? On le fabrique en interne, on le fabrique en sous-traitance, on confie ça à quelqu'un, etc. Tout ça, ça induit déjà un business model et donc une rentabilité. Bon. On le fait avec quelles ressources? Donc, je viens de dire à l'instant, effectivement, interne, externe, un mix des deux. Quand vous êtes dans la restauration ou dans la coiffure, vous avez recours à des réseaux de franchisés. Ils le font tous, ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'est un mode de fonctionnement avec des ressources externes qui permet effectivement de trouver un équilibre à ce business model. À quel prix? Évidemment, on doit maîtriser son prix de revient et son prix de vente. Prix de vente, c'est le prix de marché, ou si c'est une innovation, c'est un prix à fixer hors prix de marché justement. Et puis le prix de revient, c'est ce qui va permettre de connaître son point mort, ses coûts fixes et ses coûts variables, de façon à savoir comment on se positionne. Et puis évidemment pour qui, c'est-à-dire quels sont les clients, quelle est la filière, quels sont les réseaux de distribution. Un business model n'est bon qu'à deux conditions simultanées. J'aurais dû souligner simultanées. Il faut d'abord que votre projet donc, apporte une valeur utile au client, sinon échec commercial. Et il doit effectivement apporter une valeur à votre entreprise, c'est-à-dire une rentabilité. Si vous n'avez pas les deux simultanément, alors pas forcément au démarrage, mais à une date calculée d'avance, si vous n'avez pas les deux, votre projet n'est pas viable et donc les chances de succès de votre entreprise sont assez faibles. Comment est-ce qu'on construit ce business model? Alors, construire un business model, ça se fait en 4 étapes. La première étape, ça sera d'étudier votre marché, le marché que vous visez et la concurrence présente sur ce marché. On va supposer qu'effectivement, cette concurrence existe. Bon. Ceci dit, si elle n'existe pas, tant mieux, ça donne un peu moins de repères, mais ça donne une position concurrentielle plus facile à établir. Bon. Donc, étudions ce marché.
On analyse donc la concurrence présente. Alors, au travers d'une étude du marché, au travers des offres existantes en particulier, au travers des besoins de la clientèle et au travers des tendances de ce marché. Donc, on voit tout de suite que les offres existantes, c'est aujourd'hui. Les besoins de la clientèle, c'est demain. Et les tendances, c'est après-demain. Pourquoi? Parce que votre business plan que vous constituerez dans la prochaine étape de ce programme avec Courbevoie, ce business plan, il va s'établir sur 3 ans, voire même plus. Selon les marchés et leur lisibilité, on peut des fois aller jusqu'à 5 ans. Mais il faut se projeter. Donc, pour se projeter, il faut avoir anticipé et l'avoir fait dès l'étude de marché. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on a une meilleure vue de ses chances de succès, on va prendre une décision. Est-ce qu'on a la possibilité de se faire une place sur ce marché? La réponse n'est pas forcément oui. Il se peut qu'au travers de ces études préalables, on s'aperçoive que le marché est bloqué pour des questions soit réglementaires très coûteuses j'allais dire à contourner, non, à intégrer. Il se peut aussi que ce marché soit complètement vierge. Il se peut que ce marché soit déjà très mature, avec des gens bien installés, qui sera difficile de déloger, donc il sera difficile pour vous de vous faire une place. Donc tout ça, ça se déduit de l'étape précédente. Une fois qu'on a décidé qu'on pouvait y aller, on va cibler la clientèle. Alors, on a déjà l'impression d'être dans l'étude de marché. Hein. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais pourtant, je ne suis que dans la construction de mon business model. Donc, c'est vous dire si les deux sont largement intégrés. Donc, cibler une clientèle, c'est choisir sur quel segment on va pouvoir se positionner et donc quel sera votre positionnement stratégique. Si vous êtes sur un marché mature, vous allez décider que vous rentrez par l'innovation, parce que vous apportez quelque chose de différent de l'existant. Ou si vous êtes sur un marché effectivement où les leaders ont un prix assez élevé, vous allez rentrer avec un prix moindre de façon à vous démarquer. Tout ça, c'est votre positionnement stratégique. Donc, il faut le choisir en fonction de tout ce que vous avez établi jusque-là. Une fois ce ciblage fait, donc on sait, et on y reviendra dans l'étude de marché tout à l'heure, sur quel segment on va concentrer ses efforts, on construit son offre. Donc, on construit toujours l'offre à partir de tout ça. On voit bien que ces éléments sont successifs. Il ne s'agit pas de les mettre en œuvre dans le désordre. La construction de l'offre, donc, c'est présenter une offre de produits ou de services qui répondent aux attentes des clients et qui répondent aussi aux attentes de votre entreprise ou de vos actionnaires, c'est-à-dire qu'ils soient rentables. Il faut qu'elle comporte, donc pour avoir des chances de succès, il faut qu'elle ait des facteurs de différenciation, on l'a dit. Je me répète un peu, mais c'est fondamental. On a vu, Eric et moi, à de très nombreuses reprises, des offres qui n'avaient aucune différenciation et qui malheureusement n'ont pas abouti parce que justement, elles étaient totalement invisibles sur le marché. Quand cette offre est construite, la première chose qui reste à faire, c'est d'aller se plonger dans le business plan, d'actualiser les simulations qu'on a faites avec ses prix de revient, ses prix de vente, ses volumes, etc., de façon à voir quelle est la rentabilité, quels sont les seuils de rentabilité, quel est le point mort, et tout ça, on va le revoir tout à l'heure. Donc en fait, dans cette phase-là, il s'agit de préciser comment vous comptez générer des profits. J'ai même envie de dire que comment est-ce que vous générez du cash? Parce qu'à la sortie, une entreprise doit avoir un cash flow positif, elle doit générer du cash. Bon. Donc, premier point, comment est-ce que je couvre mes dépenses? Est-ce que ma rentabilité est suffisante? Est-ce qu'il faut que je repositionne mon offre pour améliorer ma rentabilité en rajoutant des services additionnels, en rajoutant un certain nombre de choses, en réduisant mes coûts de production, en augmentant mon prix de vente, enfin, tous les leviers possibles pour atteindre un niveau de rentabilité suffisant.
Là, je vais vous parler d'un outil donc, qui va être essentiel, le Business Model Canvas. C'est un outil que certains d'entre vous connaissent probablement, pas forcément tout le monde, donc je vais appuyer lourdement dessus, parce que c'est le moyen de synthétiser l'ensemble de votre business model sur un document A4. Bon, là, on a un document un peu graphique, certes en anglais, mais rassurez-vous, les diapos suivantes sont en français. Il s'agit donc de cartographier ici l'ensemble du fonctionnement et des flux dans votre business model. Je vais commencer par la droite, donc ce sont les segments clients dont on vient de parler, qu'on a déterminés au travers de l'étude précédente. La relation client, comment est-ce que vous fonctionnez avec eux? Est-ce que vous avez vos clients en direct? Est-ce que vous travaillez au travers de canaux de distribution? Votre proposition de valeur, donc, qui est au milieu. Les activités que vous avez besoin de développer pour offrir ce service, les ressources qui sont nécessaires pour réaliser ces activités, les partenariats, donc ce qui n'est pas réalisé en interne, et puis dans la partie basse, les flux de revenus et les coûts associés. Donc on va travailler un petit peu là-dessus. Le Business Model Canvas, c'est vraiment l'outil idéal, le plus simple pour retranscrire le modèle économique d'une entreprise. Et ça va d'ailleurs, lorsque vous l'utiliserez face à vous-même, ça va vous permettre aussi d'identifier les trous dans la raquette. Donc, il est parfaitement adapté à une phase de création d'entreprise comme la vôtre. Ce n'est pas un outil pour les multinationales, c'est valable pour absolument tout le monde, en création ou au lancement d'un nouveau produit, donc dans le cadre d'une start-up comme d'une autre entreprise existante. Il donne des indications donc, sur cette proposition de valeur qui est au centre, sur le segment de clientèle visé à droite, sur le financement, donc au travers des revenus, des coûts et voire même des partenaires qui peuvent être financiers. Et il permet aussi de cartographier cette structure de coûts qui doit être la vôtre. Bon. Tout ça vous permet de vraiment mettre le doigt sur les interactions et sur les flux financiers qui vont être en jeu dans votre business model. Donc, c'est vraiment un outil très précieux. Et d'ailleurs, les plus grandes entreprises utilisent ce Business Model Canvas qui existe dans les manuels de marketing depuis 50 ans. Et d'ailleurs, je vais en utiliser un certain nombre pour vous montrer des exemples de ce que ça peut donner. Alors, ici, le but, c'est de vous montrer comment l'utiliser physiquement. Tracez votre matrice et puis remplissez-la comme on l'a fait ici, comme certains l'ont fait, avec des post-it par exemple, hein, ce qui permet d'ailleurs de bouger un certain nombre de choses, de l'amender de façon à le faire vivre. Bon. Donc le BMC, c'est vraiment un outil que vous créez et qui doit être vivant et qui va vous faire poser les bonnes questions. À l'intérieur, on trouve donc sur la partie gauche, donc on l'a dit, les partenaires, les activités et les ressources clés. Donc là, ce sont vos moyens, quelque part. Alors que la partie droite, c'est un peu plus l'offre et le marché. Donc là, les moyens que vous mettez en œuvre, vos activités. Quelles sont les activités nécessaires donc, et puis donc, quelles sont les interactions avec les autres cases. De la même manière, les ressources clés, vous allez cartographier ici les besoins que vous avez. Quand vous êtes dans une start-up du digital, vous avez généralement besoin d'un CTO, donc, qui est un développeur. Est-ce que ce développeur fait partie de vos ressources clés? Autrement dit, est-ce que c'est votre associé ou votre employé? Ou est-ce que c'est une ressource partenaire, c'est-à-dire une ressource externalisée, vous avez recours à un freelance que vous allez mettre dans la colonne partenaire à gauche. Bon. En fonction du degré de sensibilité de votre
de cette ressource pour votre business, vous allez l'intégrer ou ne pas l'intégrer. Si la vocation a resté un maillon clé de l'entreprise, il faut évidemment que vous l'intégriez de façon à avoir la main dessus et que vous ne risquiez pas de perdre la ressource fondamentale. Bon. Donc voilà le genre de questions que vous allez vous poser et qui va induire un certain nombre de choix dans vos ressources, dans vos recrutements, dans vos partenariats, parce qu'effectivement, ce sont des éléments stratégiques. De la même manière, donc la partie droite, je le disais, c'est la partie plus marché. Donc là, quels sont vos segments de clientèle? On va le voir sur des exemples tout à l'heure. Il peut y avoir du B2B, il peut y avoir du B2C, il peut y avoir un mix des deux. On peut avoir plusieurs segments de clientèle avec diverses applications et diverses sources de revenus correspondantes. Les relations avec vos clients, bon, ben ça c'est un peu plus la partie commerciale. Les canaux de distribution, on l'a dit tout à l'heure, ce sont le moyen d'atteindre vos clients finaux qui généralement interfèrent avec votre politique commerciale, vos marges et votre redistribution de valeur. Donc tout ça, c'est vraiment un outil extrêmement important. Prenons des exemples, rien ne vaut les exemples. Alors j'en ai pris un qui est un peu célèbre, mais qui est un modèle qui va peut-être ressembler au vôtre. Si vous êtes en phase de création et que vous avez l'idée de monter une plateforme digitale ayant une activité X, il y a de fortes chances que vous soyez confronté à ce type de business model. Donc, c'est ce qu'on appelle le gratuit. L'exemple ici, c'est Google AdWords. Donc, la logique de Google AdWords, on le voit donc dans les interactions, c'est d'offrir des produits gratuits à des utilisateurs individuels comme vous et moi. Alors, quand je dis individuel, ça peut être une PME aussi, hein, la question n'est pas là. Mais c'est un utilisateur Google qui accède gratuitement à l'outil, donc on le met à sa disposition, de façon à ce qu'il puisse l'utiliser, créer des données personnelles, générer des données personnelles qui vont être récupérées, analysées par Google, donc la phase 2, lequel Google donc récupère dans la proposition de valeur 3 ces données, les met en forme et les revend à l'utilisateur 4 qui est l'annonceur. Donc voilà le business model de Google AdWords, c'est je fais rentrer des gens gratuitement sur mon outil, ils génèrent du contenu, j'exploite ce contenu et je le revends à un autre segment de clientèle qui est l'annonceur. Bon. Donc voilà un business model qui vous permet, s'il s'apparente au vôtre, de réfléchir à la façon de faire fonctionner votre propre entreprise. Deuxième exemple, le low cost. Alors le low cost, effectivement, il y a un certain nombre d'exemples qui vous viennent à l'esprit, j'en ai aussi, on va y venir. Le low cost, là, il est concentré sur la moitié gauche du tableau. C'est-à-dire que le low cost, il a pour mission on va dire, d'optimiser des coûts, de maîtriser des processus pour les réaliser le moins cher possible, de façon à pouvoir attirer des prospects, non pas sur une offre telle qu'on l'a vu sur Google AdWords, mais sur une maîtrise des coûts et une réalisation de tâches maîtrisées à moindre coût. C'est l'exemple, par exemple, d'IKEA qui vous vend un meuble que vous allez monter vous-même. Ils ont réduit les coûts en n'ayant pas de main-d'œuvre pour le montage du meuble. C'est vous qui le faites. Bon. Des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Donc, c'est Cdiscount, c'est un certain nombre d'entreprises comme celle-ci qui vont acheter en masse, stocker à bas coût et qui n'ont pas de magasin physique comme Cdiscount par exemple, et qui vont vous permettre de toucher un produit à moindre prix. Donc là, on est sur un objectif qui est le suivant, faire en sorte que les économies réalisées soient supérieures aux gains qu'on vous offre. C'est-à-dire que si on vous offre un produit à moins 30%, c'est parce que son coût de production ou de distribution est supérieur, enfin, est réduit par rapport au marché, non pas de 30%, mais de 40%, ce qui permet
de réaliser donc une marge pour ces entreprises qui pourtant sont en dessous du prix de marché. Voilà un exemple français récent, Ucar, qui est donc un loueur de voitures, qui a exactement cette approche-là. Ils ont donc misé sur une consommation un petit peu particulière, qui est une consommation à la demande de véhicules, et donc et non pas de possession ou de location longue durée traditionnelle. Ils s'appuient sur un réseau de proximité. Donc ça, c'est un service effectivement qui est plus simple et plus proche de vous que les grands loueurs des aéroports, par exemple. Ils s'appuient sur une compétence locale, ils s'appuient sur des franchisés, et ça leur permet effectivement de réduire les coûts au maximum. Troisième et dernier exemple, le premium. Alors le business model premium, c'est effectivement complètement différent du low cost, c'est même exactement l'inverse. C'est je produis un produit ou un service de haute valeur, je le positionne très cher, je le destine avec un volume donc probablement plus faible à une clientèle de haut de gamme. J'ai donc un prix de vente qui est élevé et je joue sur donc cette forte marge et ce faible volume pour quand même équilibrer mes charges. Donc là, dans le cas de Picard, ben, c'est une image de marque évidemment d'une propreté remarquable, des magasins qui sont optimisés avec ce système de chemin un peu comme Ikea où vous êtes obligé de passer par tous les rayons avec une certaine logique qui vous permet de trouver vos produits facilement. Et puis dans le cas de Picard, c'est une sélection de fournisseurs aussi qui est extrêmement draconienne et qui leur permet d'avoir des produits de haute qualité. Donc voilà 3 exemples de business model. Il y en a d'autres, hein, il en existe une quinzaine, qui sont pour la plupart d'ailleurs des dérivés plus ou moins fins de ces 3-là. Donc c'est pour ça que j'ai retenu ces 3-là qui sont vraiment des approches complètement différentes de votre stratégie et de votre positionnement. Le premium ou le low cost et le gratuit. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'après ces matrices, cet outil, on allait un petit peu parler de points morts. Là aussi, parce que c'est un point sur lequel votre banquier ou votre investisseur vous attendent. Le point mort, c'est une notion fondamentale parce que pour le banquier, il veut savoir si votre projet est risqué. Le banquier n'est pas un prêteur en soi. Je vais un peu enfoncer les portes ouvertes là, mais le banquier, son métier, c'est pas de prêter de l'argent. Le banquier, son métier, c'est de gérer les risques. Donc, entre 2 projets dont il va recevoir le business plan, il va choisir de financer celui qui est le moins risqué. Donc, pour lui, ce qui est important dans le point mort, c'est qu'il ne soit pas inaccessible. Si vous avez, comme certaines startups qu'on a connues il y a une dizaine d'années, je pense à Blablacar notamment, que je connais bien, Blablacar avait un point mort à 5 ans. Les dirigeants, les associés ne se sont pas versés de salaire pendant plus de 3 ans. Frédéric Mazzella, notamment, à 35 ans, vivait encore chez ses parents. C'est vous dire si effectivement leur point mort était éloigné et ils ont dû donc patienter avant de l'atteindre. Aujourd'hui, avec le nombre de startups qui se créent, aucun banquier ne suivrait un tel projet. Donc pour ce banquier, c'est une notion fondamentale. Quand vous êtes devant un investisseur, c'est la même chose. Lui vous prête, vous apporte du capital et non pas de l'emprunt, mais l'approche est la même. Lorsque vous allez pitcher devant un investisseur, il a besoin de comprendre à quel moment vous gagnez de l'argent et comment. Donc, à quel moment, c'est la réponse à la question du point mort. Mais aussi, cette notion, elle est fondamentale pour vous. Parce qu'avec ce point mort, vous allez déterminer à l'avance si votre activité est trop faible pour devenir rentable. C'est-à-dire que
en triturant vos chiffres dans le business plan que vous verrez dans quelques jours, vous allez vous rendre compte que votre point mort est très éloigné et que le seul moyen de le rapprocher pour avoir la confiance de vos investisseurs, c'est soit d'augmenter les marges, soit d'augmenter le volume vendu, voire les deux. Donc, vous allez jouer mécaniquement entre les deux leviers pour amender votre stratégie de façon à pouvoir toucher soit plus de volume, soit plus de marge. Donc, tout ça, on voit bien que c'est très interactif. Le point mort est fondamental. Petite illustration ici. Alors, je l'ai fait sur un graphique de trésorerie, mais ça vaut aussi sur le graphique de rentabilité. Vous avez donc un seuil de rentabilité qui est atteint au moment où le point mort des pertes se redresse. Enfin, au moment où la courbe se redresse après les pertes. Bon. Donc, c'est ça. C'est le nombre de jours entre le démarrage et le point de redressement de la courbe qui, en fait, va être votre seuil de rentabilité. C'est-à-dire c'est le moment où votre exploitation commence à gagner de l'argent, indépendamment des pertes passées que vous n'avez pas encore épongées et qui s'épongeront donc en fin de graphique. Ce que vous devez faire avec ce point mort, c'est donc expliquer à vos interlocuteurs comment vous comptez générer des profits avec cette offre. Donc, comment est-ce que vous couvrirez vos dépenses? À quel moment est-ce que la rentabilité sera atteinte? Donc, le plan de trésorerie va vous aider à justifier tout ça. C'est pour ça qu'un banquier vous demande toujours votre business plan en général, mais votre plan de trésorerie en particulier. Et puis, effectivement, il va falloir leur justifier aussi si votre rentabilité est suffisante, on l'a déjà dit. Donc, un business model, c'est effectivement quelque chose de très complet. Pardon. Vous vous rendez compte que vous avez besoin de le peaufiner, que l'étude de marché dont on va parler juste après va interférer sur ce business model et que donc vous allez faire des allers-retours entre les deux de façon à optimiser à la fois votre modèle, à la fois votre discours aussi. Il est très important d'avoir un discours cohérent. On a le droit de dire « je ne sais pas » quand on vous pose des questions spécifiques, ou je le note et je reviendrai, je vous donnerai la réponse demain. Mais l'objectif de tout ça, c'est de montrer qu'il y a cohérence, parce que ce dont les investisseurs ou les banquiers auront horreur, c'est du manque de cohérence, donc des risques induits. On est toujours dans la gestion des risques. Voilà ce que je pouvais vous dire dans une première partie sur ce business model. Ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième partie, donc qui va être l'étude de marché. Et on reviendra en fin de session sur vos questions-réponses, éventuellement sur ce business model aussi. Alors, l'étude de marché. Pourquoi est-ce qu'on fait une étude de marché et comment est-ce qu'on la fait? Une étude de marché, donc, c'est ce qui vous sert à valider la taille de votre marché déjà, pour voir si vos chiffres et vos objectifs sont cohérents. Et donc, ça vous sert à dimensionner vos hypothèses de montée en puissance de l'activité. Ça sert aussi à tester l'appétence de vos clients, donc en amont de la conception de votre offre, pour être sûr que ce à quoi vous vous attaquez représente véritablement un attrait pour ces clients potentiels. Et si, en fonction des retours que vous aurez sur cette appétence, vous pouvez et vous devez même adapter le produit. Alors, quand je dis le produit, c'est le produit ou le service, bien évidemment, hein, en fonction des retours de ces premiers clients, ce que les Américains appellent les early adopters. Réaliser une étude de marché, donc c'est étudier, vous l'avez sur le graphique, la demande, l'offre, donc la concurrence, et puis entre les deux, généralement, les canaux de distribution, parce qu'il est rare qu'on s'adresse au client final. Ça existe de plus en plus avec les plateformes digitales, mais c'est quand même, ça reste encore aujourd'hui minoritaire. Donc ces données de marché, elles sont soumises aux influences extérieures, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient socio-démographiques,
qu'elle soit culturelle, qu'elle soit réglementaire. Comment est-ce qu'on étudie ce marché? Alors, il y a différents moyens. Je ne vais pas aujourd'hui vous cantonner à l'un ou à l'autre. Il y a un certain nombre de moyens, en tout cas au départ, pour ceux qui n'ont pas forcément un budget très important. On peut soit s'adresser aux instituts professionnels, et là c'est le plus cher. Des gens comme Xerfi font des études sectorielles payantes. Ça vaut 2, 3, 4 000 euros dans la plupart des cas. Bon, elles ont l'avantage d'être faites. Elles ne sont pas toujours actualisées très récemment. Il y en a qui ont 4, 5, 6 ans d'antériorité et le secteur a pu beaucoup évoluer depuis, mais ça a le mérite d'exister. Il y a des gens comme Business France, en particulier pour l'export, qui vont vous faire aussi des études sectorielles qui sont subventionnées, c'est l'intérêt. Ça permet effectivement d'étudier une internationalisation de votre offre, par exemple. Le deuxième moyen un peu moins cher, et on l'a beaucoup utilisé d'ailleurs à Courbevoie parce qu'on a une école de commerce qui propose des stagiaires pour faire des études de ce type-là, c'est donc les écoles de commerce en général. Prenez des gens qui sont en stage en master, en deuxième année, ou qui font un stage de fin d'études. Donc, c'est le cas de EDC Paris qui est effectivement sur la dalle de la Défense, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi les juniors entreprises de type HEC, là aussi de type HEC, il y en a d'autres. Et l'objectif, donc, avec ces gens-là, c'est de leur confier à un groupe d'étudiants de généralement 3, 4, 5 personnes un cahier des charges qui va donc leur dire quel est le contenu que vous souhaitez obtenir, quel est le territoire que vous visez. Et donc, eux vont administrer les questionnaires qui vont faire votre étude et vous restituer leurs éléments, le tout chapeauté par un prof qui est bien évidemment un spécialiste du marketing et qui va les guider avec vous. Donc ça, c'est intéressant, ça ne coûte pas cher, c'est généralement gratuit et puis en fin d'études, on leur verse une prime à la hauteur de la qualité du document produit. Si vous n'avez pas cette solution-là ou si vous ne souhaitez pas passer par là, vous pouvez aussi faire l'étude vous-même avec les moyens du bord. Vous pouvez, pour la partie export, utiliser ce qu'on appelle les VIE, donc, qui sont des stagiaires aussi, mais qui ont l'avantage d'être dans un pays qui vous intéresse et de pouvoir étudier le marché local sur place. Bon. Là aussi, c'est subventionné. Il existe aussi des outils de plus en plus d'évaluation en ligne. Ce sont donc des questionnaires, Google en fait, d'autres en font aussi. Je ne suis pas là pour faire la pub pour l'un ou l'autre, donc vous les trouverez très facilement sur Internet, ces outils d'évaluation en ligne qui vous permettent de monter un questionnaire et de l'administrer à des volontaires. Donc, comment administrer une étude de marché? Voilà les trois grands moyens de le faire. Alors, parlons méthodologie, parce qu'il faut effectivement à ce moment-là définir comment on s'y prend pour ne pas passer à côté de quelque chose d'important. Le premier point de la méthodologie, c'est évidemment de définir le cadre de l'étude. Donc, ayez un budget, que ce soit pour Xerfi ou pour l'EDC Paris ou les VIE, ayez un budget, une échéance. Si vous voulez vous lancer avant une saison estivale, ben c'est déjà tendu, donc votre échéance, elle doit être très proche. Une étude, ça ne se fait pas en une semaine, ou rarement. Les éléments donc, et les informations à récolter, donc vous allez définir ce qui est important pour prendre vos décisions stratégiques. Donc on se fixe des objectifs clairs et le temps que vous allez passer à cette étude, c'est un investissement, ce n'est pas une charge. C'est quelque chose qui va effectivement vous permettre de progresser plus vite dans le temps, donc c'est un vrai investissement, au sens financier comme au sens du temps. Quand vous avez fait ça va assez vite, vous identifiez les sources d'information. Où est-ce que je vais pouvoir collecter les données qui sont importantes pour mon étude?
Alors, on peut réaliser un échantillonnage de votre clientèle potentielle. On peut également s'appuyer sur les médias. On trouve un certain nombre de choses aujourd'hui sur Internet, sur des études préalables, je parle d'études sectorielles évidemment. On trouve aussi des choses sur des sites institutionnels. Sites institutionnels de toutes sortes. Ça peut être des études de conseils régionaux, ça peut être des études de l'INSEE, on va le voir dans le point suivant. Bon. Regardez s'il y a des études de marché déjà disponibles. Alors, Xerfi était l'exemple payant, mais il y a aussi des études gratuites. Certains stagiaires d'école ont aussi publié leurs études. Elles sont gratuites, elles sont accessibles, donc allez les chercher. Utilisez, si vous êtes en B2C en particulier, les études, les données démographiques, les pourcentages de population, de tranches d'âge, de secteurs d'activité, etc., peuvent être très utiles pour voir la densité de vos clients potentiels sur un territoire défini. Ce qu'on fait pas assez souvent à mon goût, c'est d'aller consulter les professionnels du secteur. Si vous êtes dans la sécurité, par exemple, vous allez consulter le syndicat professionnel de la sécurité, qui sera ravi de vous donner des éléments sur l'offre concurrente, sur le positionnement des différents acteurs, leur chiffre d'affaires, leur organisation, etc., etc. Les syndicats professionnels sont assez bons pour ça et ils existent dans pratiquement tous les secteurs aujourd'hui. Troisième point, troisième optique un peu différente, observez le comportement. Si vous êtes en B2C, donc si vous vous adressez aux consommateurs, explorez le comportement de vos consommateurs. Ça peut se faire sur le terrain, au travers d'une étude de terrain, ça peut se faire aussi sur Internet, on l'a dit tout à l'heure, au travers des questionnaires. Ensuite, concevez vos outils. Alors, il y a deux grandes familles d'outils. Donc, il y a le fameux questionnaire dont on vient de parler, que vous allez administrer à vos cibles avec les moyens qu'on vient de détailler. Et puis, il y a ce qu'on appelle la méthode PESTEL, donc, qui est une analyse de l'environnement. Alors, PESTEL, c'est politique, économique, socioculturelle, écologique et légale. Bon, là, je vous renvoie à nouveau sur le net. Vous y trouverez les détails de chacune des méthodes, les contenus et le type d'information qui est réalisé avec des études, avec des exemples d'études qui sont tout à fait parlants. Je ne peux pas, dans le temps imparti ce matin, détailler plus tout ça. Je l'ai fait dans un certain nombre de workshops un peu plus ciblés, mais vous trouverez ça très facilement. Quand vous avez choisi votre source d'information et votre outil d'étude, ben vous récoltez les informations. Donc là, on est dans la phase documentaire. On observe, on questionne, on récolte. Alors, on peut faire des interviews face à face aussi. Donc, le questionnaire est plutôt dans le quantitatif et l'interview face à face dans le qualitatif. Quand vous voulez recueillir des informations sur les besoins d'une cible de clientèle, d'un segment, l'interview face à face est très bien parce que ça permet de recueillir des suggestions de la part d'utilisateurs. Ensuite, quand vous avez recueilli ces informations, il faut les analyser. Donc là, trier l'information, croiser les données. C'est important de croiser les données parce certains interlocuteurs peuvent vous induire en erreur ou vous emmener dans une direction qui n'est pas forcément celle attendue par tout le monde. Donc, il faut croiser les données pour les consolider. C'est comme l'information en général. Il faut croiser ces informations, il faut les vérifier. Et puis, donc, en tirer des analyses, c'est-à-dire un document de synthèse qui va être votre étude de marché, telle que vous allez soit la présenter à vos investisseurs, soit la mentionner simplement à vos investisseurs. Certains la demandent, d'autres vous feront confiance à partir du moment où vous l'avez réalisée. Donc, présenter les résultats, présenter aussi les opportunités et les risques. On est toujours dans la gestion des risques, donc il faut montrer qu'on a pensé à tout et qu'on a anticipé. Donc, ces risques, ils vont être liés au marché, ils vont être liés au contexte,
avec le Covid aujourd'hui, on a un contexte un peu particulier, donc ça fait partie des contraintes extérieures. Et puis, il y a les contraintes sectorielles aussi qui doivent être bien comprises. Et c'est important pour rassurer les gens qui vont vous faire confiance, que ce soit donc l'investisseur ou le client, évidemment. Et donc, vous allez aboutir dans ce document à des choix stratégiques dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des choix de positionnement sur ce marché. Donc voilà un peu la méthodologie d'une étude de marché. Si vous zappez une étape dans tout ça, ou si vous ne suivez pas les informations qui sont recueillies, vous risquez effectivement d'avoir des surprises à la sortie et de ne pas être en phase avec les attentes. Dernier point, sur l'aspect économique, estimez votre chiffre d'affaires et, comme on l'a dit tout à l'heure, amendez systématiquement votre business plan en fonction du résultat de l'étude et des tendances qui s'en sont dégagées et qui n'étaient pas forcément celles de votre première simulation. Alors, je disais tout à l'heure, testez vos idées, testez-les auprès d'un public restreint. Pourquoi ? On a souvent vu des entrepreneurs, je me répète un peu, mais on a souvent vu des entrepreneurs qui avaient peur de partager leur idée parce qu'ils avaient tout simplement peur que quelqu'un leur vole et la mette en œuvre avant eux. Le risque, il existe évidemment, mais il est relativement faible. Par contre, le risque de ne pas échanger, de ne pas diffuser et de monter son projet tout seul dans son coin en étant persuadé qu'il va correspondre aux attentes des autres alors que les autres n'en ont aucune idée, ce risque-là est beaucoup plus fort. Donc, surtout, n'hésitez pas. Échangez sur votre idée. En comité restreint, quitte à faire signer des accords de confidentialité s'il le faut, pourquoi pas, mais échanger avec des gens qui ont un avis intéressant pour votre projet. Sinon, vous risquez de passer à côté de la vraie bonne idée. Alors, on disait tout à l'heure, l'étude, on peut faire une étude maison. Alors, cette étude maison, donc, qui est le premier étage de la fusée, de toute façon, au moment où vous concevez votre produit, vous l'avez déjà faite, ou vous êtes déjà en train de la faire. Soit de manière intuitive et non formalisée, soit de manière formalisée. Mais vous êtes déjà dans la prospective par rapport à votre idée. Donc, partez de votre idée, testez-la en petit comité, recueillez les objections, ajoutez les compléments, les services additionnels qui pourraient solidifier le concept. Faites en sorte que tout ça donc, soit effectivement mûri. Et vous pouvez le faire au travers, alors bien sûr, de la famille et des amis. Ça peut être une première phase. Comme je dis ici, elle est assez subjective malheureusement parce qu'ils ont souvent, la famille et les amis auront un avis assez condescendant, si on peut dire, ou en tout cas un peu trop favorable. Et en croyant vous aider, ils vont peut-être minimiser les risques. Ensuite, allez voir vos clients, vos futurs clients, vos clients potentiels. Expliquez-leur ce que vous souhaitez monter pour eux. Et là, vous aurez un vrai avis de vrais consommateurs. Donc, c'est eux qui vont vous donner le vrai potentiel de votre produit ou de votre marché d'ailleurs, parce qu'ils peuvent vous parler des deux. Et généralement, la bonne offre, c'est le croisement d'un produit et d'un marché. Voyez des entrepreneurs et des experts. Alors, des entrepreneurs, pas forcément de votre secteur d'activité, mais des gens qui ont été confrontés à la même problématique de lancement que vous et qui peuvent vous donner un avis d'entrepreneur cette fois et non pas de spécialistes du secteur. Et puis d'autres types d'experts, notamment en financement, on le verra dans une des sessions du mois. Les experts en financement vont vous dire ton offre, voilà ce que j'en pense. Moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait avec notamment BPI France, que je connais bien et qui me connaît bien aussi. Je suis allé avec un entrepreneur présenter un projet
aux chargés d'affaires de BPI France pour qu'ils nous disent les yeux dans les yeux ce qu'ils en pensent. Et si effectivement ce projet arrive 6 mois après sur leur table pour une demande de subvention, de prêt ou de capital, au moins on sait déjà ce qu'ils en pensaient en amont et on a pu répondre aux objections éventuelles. Donc ça, vous le faites en petit comité, mais vous le faites, c'est important. On peut être dans une phase après d'amélioration produit, donc dans ce qu'on appelle le design thinking, c'est-à-dire une espèce de phase de brainstorming dans laquelle votre produit, votre idée de départ a déjà été testée, vous avez fait votre étude de marché, vous vous apprêtez à lancer le produit, mais vous voulez quand même vous assurer que vous avez pensé à tout. Et à ce moment-là, donc cette phase-là, qui est une phase d'idéation à nouveau, mais complémentaire, elle s'organise sous forme de table ronde, elle s'organise de manière assez formelle, avec là aussi des processus qui sont assez normalisés. C'est des choses qui sont venues dans le monde de l'automobile dans les années 80 et qui aujourd'hui s'adaptent à tous les secteurs d'activité. Bon. Donc ça peut se faire, c'est une espèce d'étude de marché qualitative en phase finale. L'intérêt de tout ça, c'est de valider et d'enrichir l'idée du porteur de projet. Parce que vous pouvez vous sentir seul à un moment face à votre projet, que vous ne pouvez pas penser à tout et qu'on réfléchit toujours mieux à plusieurs. Donc il s'agit vraiment de valider à la fois la réceptivité de vos clients potentiels ou de la filière, d'ailleurs des distributeurs, comme des fournisseurs qui peuvent être associés à cette création, et puis la valeur ajoutée donc perçue par le public cible. Les avis d'experts, donc on l'a un petit peu mentionné tout à l'heure, n'hésitez pas à rencontrer ces entrepreneurs qui sont passés par là avant vous pour tester votre modèle économique en particulier et votre capacité de financement avec des experts en financement. Bon. Ils vont vous poser, et vous devez vous poser donc avant d'aller les rencontrer, les questions suivantes. Qui sont mes vrais clients? Alors pourquoi je le dis ici? Parce que j'ai vu assez souvent des créateurs qui se trompaient de client final, ou en tout cas de décideur. Je prends un exemple très rapide. Si vous voulez lancer une offre de mutuelle, vous vous adressez à une entreprise. Donc, vous allez prospecter des DRH d'entreprise en disant, voilà, j'ai une mutuelle géniale qui est totalement innovante, qui évidemment sort des sentiers battus par rapport aux mutuelles existantes, qui permet de couvrir tel et tel risque supplémentaire, peu importe lequel. Bon. À ce moment-là, vous prospectez donc des DRH qui vont vous dire, oui, ça m'intéresse. Super. Sauf que cette mutuelle, elle fait partie d'un système de santé, on va dire, pour simplifier, qui est un système global et qui donc doit être validé, entre guillemets, par l'administration, voire par l'assurance maladie, voire par une autre branche de sécurité sociale. Bon. Donc, en réalité, le décideur, celui qui va faire en sorte que votre offre est commercialisable ou pas, ce n'est pas le DRH de l'entreprise, c'est, dans mon exemple, la sécurité sociale. Donc, si on n'a pas validé la faisabilité avec ces gens-là en amont, on est passé à côté du vrai client. Ce que j'ai appelé le vrai client ici, c'est le décideur. Donc, très important ce genre de choses. On a vu très souvent des gens qui s'étaient fourvoyés à ce niveau-là. Avec ces experts, notamment en financement, vous allez réfléchir donc dès le départ à comment financer le projet. Avec donc le calcul du besoin en fonds de roulement, votre plan de trésorerie que vous allez leur présenter, sur lequel ils vont mettre probablement le doigt sur des points spécifiques auxquels vous avez pensé ou pas. Et donc, on va en déduire de tout ça un besoin de financement, donc un plan de financement, avec peut-être du capital, peut-être de la dette, peut-être de la subvention, peut-être un mélange des trois. Tout ça, c'est très mécanique. Le financement, c'est un millefeuille. Je pourrais vous en parler en détail, mais dans notre programme, quelqu'un d'autre va s'en charger dans quelques jours. Donc, je ne m'étendrai pas plus.
Donc tout ça va vous permettre de choisir le financement approprié. Et ce financement tel qu'il sera obtenu donnera aussi les limites quelque part de votre montée en puissance. Si vous disposez d'énormément de capitaux et d'emprunts, vous pourrez avoir une croissance organique très forte. Si vous disposez de peu de fonds propres ou de peu de capacité d'endettement, à ce moment-là, votre croissance va être limitée par votre trésorerie. Donc tout ça, c'est important pour valider votre business model, votre point mort et votre plan de financement. Un petit conseil, allez rencontrer un banquier dans cette phase d'avis d'expert. Rencontrez un banquier qui n'est pas celui à qui vous destinez quelque part votre compte bancaire d'entreprise. En clair, trouvez un cobaye. Testez-vous auprès de lui de façon à voir ses réactions, à ce qu'il mette le doigt sur des choses qui vous permettront d'être un peu plus préparé, d'avoir les réponses aux objections pour le vrai banquier, entre guillemets, c'est-à-dire celui dont vous espérez l'accord de financement. Moi, je l'ai fait faire à de nombreuses reprises, ça marche très très bien. Et donc, en fonction de tout ce que vous aurez obtenu, vous allez rencontrer le vrai banquier auprès duquel vous serez beaucoup plus armé du coup. Une fois qu'on a fait cette étude, donc dans cette étude, on va choisir une cible. Donc on va segmenter quelque part son marché. Segmenter son marché, c'est donc repartir de l'étude de marché qu'on vient de voir, donc l'appétence des clients potentiels sur le produit ou le service, avec pour objectif donc de proposer ce produit spécifique à un segment spécifique. Quand je dis un, ça peut être plusieurs, mais quelque part, votre produit doit être destiné à un segment spécifique. Si un produit n'est pas propre au segment, c'est que vous avez mal segmenté. Est-ce que tout le monde me suit? J'espère que oui. Sinon, on reviendra là-dessus dans les questions-réponses tout à l'heure. Donc, segmenter, c'est fondamental parce que ça permet d'affiner les besoins de votre clientèle et donc de répondre spécifiquement à ceux dont vous espérez qu'ils achètent le produit ou le service. Donc, segmenter votre base de clients, on va le voir dans un exemple sur la diapo suivante, c'est effectivement cartographier le marché, choisir derrière le segment pertinent. Et un segment, pour être pertinent, il doit être défini, il doit être mesurable. Et une fois que donc, ce segment est bien défini, vous allez trouver dans ce segment un cœur de cible, qui est le client type. Et grâce à l'identification des besoins de ce client et ses objections, vous pourrez derrière construire à la fois votre offre, c'est-à-dire votre produit, ou en tout cas affiner la construction de votre produit, et choisir vos messages et vos supports de communication qui vont toucher ce client cible. Alors, un exemple. J'ai pris un exemple ici sur la production musicale. Dans ce marché de la production musicale, on va voir qu'il y a à la fois deux réseaux et deux marchés distincts. Il y a l'offre physique d'un côté et il y a le digital de l'autre. Et puis, il y a des segments de clientèle et voire des sous-segments. Et donc, on se rend compte au travers de ces segments que je vous projette maintenant que plus votre cible est large et plus votre message risque d'être inaudible si vous vous adressez à tout le monde en même temps. Donc, dans ce qu'on appelle le DAS, c'est-à-dire le domaine d'activité stratégique, dans le jargon des marketeurs, le DAS, c'est les théories de Porter et tous les gens qui gravitent dans le marketing depuis les années 80. Vous avez effectivement deux offres dans la distribution musicale. Donc, vous avez à la fois le magasin traditionnel, type Fnac et autres, et puis vous avez l'offre dématérialisée, donc le digital, c'est-à-dire le téléchargement. Dans l'offre physique, vous allez toucher donc la librairie, le magasin de musique, le magasin de vidéo, voire la papeterie, qui vont vendre des offres physiques donc de produits culturels en général.
Certains ont des CD, d'autres n'en vendent pas. Donc, quand vous avez segmenté tout ça, vous connaissez la taille de ce marché-là et de chacun des segments. Du côté téléchargement, je me suis intéressé à celui-là en particulier pour notre exemple, mais ça vaut de l'autre côté aussi. Vous avez donc plusieurs segments. Dans le dématérialisé, le téléchargement, vous avez d'un côté la musique et de l'autre la vidéo. Ces deux segments différents, puisqu'effectivement, ils ont des produits différents avec des offres et des moyens de les toucher qui sont spécifiques. Et dans notre exemple donc de la musique, le téléchargement musical, vous trouvez aujourd'hui beaucoup de sites qui vendent des titres musicaux et d'autres qui vendent des logos et des sonneries, par exemple. Bon. Donc là, c'est deux sous-segments. On est toujours dans le segment numéro 1, mais avec des entreprises qui peuvent être différentes, des tailles de chiffre d'affaires et des produits qui sont différents. Donc voilà, ça c'est un exemple de segmentation qui permet simplement de dire si aujourd'hui je me lance dans la vente de produits musicaux en téléchargement, j'ai un sous-segment numéro 2. Sur un DAS qui va peut-être représenter 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, mon marché numéro 2, il fait peut-être 500 millions d'euros. Le segment 1 en fait 300 millions et le sous-segment titre auquel je veux m'adresser en fait 100 millions. Voilà. C'est ça qu'il va falloir essayer de peser pour savoir quelle est la taille de votre marché, c'est-à-dire de votre segment ou de votre sous-segment pour l'offre constituée. Et tout ça va vous permettre peut-être derrière de remonter sur votre business plan en disant mon segment d'activité que je ciblais au départ, il est finalement trop petit pour me permettre de générer mon volume et ma rentabilité attendue dans mes 3 ans, etc. Donc, il faut peut-être que je ratisse plus large et que je touche les deux sous-segments, c'est-à-dire que je me mette à distribuer des logos et des sonneries en même temps, parce que sinon, j'ai aucune chance d'atteindre mes objectifs de chiffre d'affaires et de points morts. Donc voilà en quoi tout ça est interagi. Donc j'en termine sur cette partie étude de marché. Je vois qu'il est donc 11h10. Donc on va, comme convenu, balayer rapidement les deux autres points qui ne touchent pas à notre projet du jour, mais qui sont tout aussi fondamentaux, de façon à ce qu'on ait véritablement un socle ou un tabouret, si j'ose dire, avec 4 pieds qui sont l'ensemble des éléments stratégiques permettant d'aboutir à un projet viable. Donc, très rapidement, comme je l'ai promis, vraiment en 5 minutes, j'ai très peu de diapos là-dessus. Sur ce marché porteur et avec ce business model viable, vous devez avoir un produit innovant ou différenciant pour avoir des chances de succès. Alors, quand on dit innovant, tout de suite, la plupart des créateurs me disent « Non, mais attendez, moi, je suis en train de concevoir quelque chose de personnel, certes, mais je ne suis pas dans l'innovation. Je ne vais pas avoir recours à l'innovation au sens crédit d'impôt recherche, etc. Je ne suis pas dans la recherche. » Et pourtant, je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que seulement 50% des innovations sont technologiques. Donc les 50 autres % ne le sont pas. Les innovations de procédés, les innovations de mode de diffusion, comme le digital, les plateformes mettant en relation des utilisateurs et des fournisseurs, ce sont des innovations. L'ensemble des plateformes digitales est une innovation de procédés et de modes de diffusion. Donc, il n'y a vraiment il n'y a pas de tabou à dire non, je peux effectivement prétendre à une forme d'innovation. L'intérêt, c'est que l'innovation, quand elle est reconnue, elle peut vous octroyer des financements spécifiques. Donc, à la fois de la participation sous forme de subvention au coût de R&D de votre propre produit, dans sa phase de faisabilité, dans sa phase de test, dans son coût d'étude de marché.
Donc, ce n'est pas innocent et il ne faut pas le sous-estimer. Vous pouvez peut-être prétendre à l'innovation, même si vous êtes sur un secteur qui vous paraît bien établi. Ce qui est plus facile et qui doit de toute façon être votre moteur, c'est est-ce que je suis dans la différenciation? Et là, on se pose la question, comment est-ce que je me différencie de la concurrence? Eh bien, ça peut être justement donc, par un nouveau mode de distribution, un nouveau système de vente, des prix de vente qui sont inférieurs à ceux du marché, c'est une forme de différenciation, même si c'est peut-être pas la moins risquée, ou une qualité supérieure, comme l'était Picard en son temps avec son business model Canvas qui s'est positionné très très haut, comme le font certains fabricants d'automobiles notamment. Excusez-moi, petit signal d'alerte sur ma batterie de portable. Je viens de changer de prise. Les aléas du direct. Pas bienvenu tout ça. Ouais. L'étude des besoins de la clientèle et des tendances, donc, elle va servir à déceler ces facteurs de différenciation possibles. Et c'est là où on reboucle sur tout ce qu'on vient de se dire. C'est là où vous voyez que votre étude de marché est utile pour ça, votre business model est utile aussi, votre produit différenciant, il va découler de tout ça. Éviter, alors c'est vraiment le credo, éviter le MeToo. Ce qu'on appelle le MeToo, c'est moi aussi je fais le même produit que la société X qui existe déjà depuis 10 ans. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va vous entraîner dans une guerre des prix face à un leader du marché qui est installé, qui a des marges depuis très longtemps, donc qui est plus solide que vous et qui pourra tenir beaucoup plus longtemps dans une guerre des prix que le nouvel entrant, le créateur. Donc, le MeToo sans différenciation, c'est une catastrophe. C'est le risque maximum et c'est du coup le risque aussi qu'on ne vous suive pas dans votre projet. Donc, le produit différenciant, il est vraiment fondamental. C'est le troisième pied du tabouret avec l'étude de marché et le business model. Quatrième et dernier point, donc toujours aussi rapide, une équipe projet. J'ai vu trop souvent des créateurs qui étaient dans le one-man show. Ça n'est pas possible. Alors, évidemment que l'idée vient de vous et que vous êtes le créateur, donc je ne vous demande pas de vous retirer de votre propre entreprise et de la gérer en mode PME, mais ce que je vous demande simplement, c'est pas de one-man show. Vous devez montrer à vos investisseurs ou à vos clients que vous savez vous entourer. Même si au départ, vous n'avez pas les moyens de salarier 20 personnes, et on le comprend tous, vous allez progressivement donc vous entourer de salariés, d'associés qui seront peut-être partie prenante dans le business, de partenaires qui, eux, ne vous coûtent rien, mais qui peuvent être des partenaires stratégiques. Et il est important de montrer qu'ils sont stratégiques et que vous avez des relations de long terme avec eux. Entourez-vous de mentors aussi. On a avec Courbevoie un programme qui s'appelle Pitch Créa qui donc associe des mentors. Alors quand je dis associer, c'est au sens intellectuel, des mentors à des créateurs et des projets. Donc le but, c'est de montrer, même si c'est un peu artificiel, que vous n'êtes pas seul. Oui, au départ, vous vous lancez seul et vous avez prévu de recruter, vous avez prévu de vous associer, vous avez des partenaires, vous avez des gens qui vous épaulent dans votre projet. Donc ça, il faut absolument le montrer dès le départ, de façon à ne pas effrayer, affoler même vos investisseurs ou vos clients. Deuxième point, vos salariés ou vos associés, ils doivent absolument avoir des profils complémentaires aux vôtres. Évitez les clones. D'abord parce que vous allez vous marcher sur les pieds très rapidement parce que chacun sera l'expert du même domaine et voudra avoir raison quelque part. Et d'autre part parce que je l'ai vu assez souvent, trois copains sortis de la même école de commerce le même jour à la même heure, qui montent leur start-up ensemble, qui sont associés.
sauf qu'ils ont tous les trois la même formation, les mêmes compétences, les mêmes envies. Alors c'est parfait parce que ça rapproche les points de vue, mais ça manque de complémentarité. Et au bout d'un moment, effectivement, ils se marchent sur les pieds parce que tout le monde veut faire la même chose dans l'entreprise et tout le monde a horreur, entre guillemets, des mêmes tâches parce qu'ils sont formatés de la même manière. Donc ça, surtout, évitez. Troisième porte ouverte qu'on va enfoncer, si vos partenaires ou vos salariés ou vos compléments sont associés dans l'entreprise, surtout, prévoyez un pacte d'actionnaires qui prévoit donc les interactions, les rôles de chacun, les entrées-sorties des uns et des autres. Il faut le faire dès le départ. Vous verrez avec Franck Baudouin dans la partie juridique, il vous en parlera certainement. Le pacte d'actionnaires, c'est quelque chose qu'on écrit au départ, avant qu'il y ait du chiffre d'affaires, avant qu'il y ait des bénéfices en jeu. On l'écrit avant et on le range dans un tiroir. Et le but, c'est de ne pas avoir à le ressortir. Mais si on doit le ressortir, au moins tout a été prévu, tout a été écrit, et on évite les conflits d'associés au moment où l'entreprise décolle et au moment où on aurait envie et besoin d'être tous focalisés sur le business. Dernier point, des rôles doivent être bien définis. Dans une entreprise, il y a la gestion, il y a le marketing, il y a la technique, il y a le commercial. Alors, il y a un mix de tout ça selon les activités, que certaines sont plus ou moins prédominantes, mais tout ça doit être couvert par les uns et les autres, ou les autres plutôt. Donc, il est important de définir les rôles. Bien sûr qu'au fur et à mesure que l'entreprise grossit, les rôles s'affinent, se répartissent de manière différente, se démultiplient pour certaines parties, mais tout ça, ça doit être véritablement défini de façon à éviter les conflits. Voilà. Si vous avez fait tout ça, vous aurez donc, je me résume un peu, une proposition innovante ou en tout cas différenciante sur un marché porteur et bien qualifié, avec un modèle économique fiable et une équipe solide. Là, vous avez les meilleures garanties pour que vos futurs clients et vos financeurs vous fassent confiance. Si vous n'avez pas fait tout ça, vous partez déjà avec un handicap, un boulet au pied. Et quand on a un boulet au pied, c'est difficile de courir le 100 mètres, en tout cas de le gagner. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur nos étapes qui étaient le marché et le business model dans notre parcours du moment avec la ville de Courbevoie. Donc vous verrez dans les prochaines étapes le business plan qui va rebondir quelque part sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, et puis le financement bien évidemment, sans parler des aspects juridiques. Très bien. On va passer, si vous voulez bien, aux questions. Si vous avez noté les questions ou des interrogations sur la présentation de Roland, des précisions peut-être à apporter sur certains points, je vous laisse la parole. Qui a quelque chose à dire ?